la nuit de ma remise de prix, ma famille n'est pas venue. À la place, ils sont tous partis en voyage sans moi. Mais en descendant de la scène, quelqu'un a glissé une clé dans ma main et a dit « Bienvenue à la maison ». Mon téléphone a vibré avec 66 appels manqués. Je suis Audrey Thompson, 32 ans, debout seul sur la scène de l'industrie, tenant mon prix. Les applaudissements sonnent vides sans ma famille dans le public. Ils avaient promis d'être là, au premier rang, pour m'encourager. À la place, ils sont partis pour un voyage de dernière minute aux Bahamas sans moi. La fierté et l'abandon se battaient dans ma poitrine tandis que je regardais les sièges vides qui leur étaient réservés. Quand je suis sorti de la scène, un vieil homme a pressé quelque chose de froid dans ma paume. Une clé. Ses yeux se plissèrent avec chaleur pendant qu'il murmurait « Bienvenue à la maison ». Mon téléphone vibra soudain avec 66 appels manqués. Avant de continuer cette histoire, dites-moi, d'où est-ce que vous me regardez aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires, abonnez-vous et restez pour découvrir comment cette clé mystérieuse a ouvert tout ce que je n'avais jamais su que j'avais besoin. J'ai grandi dans la banlieue de Boston et la maison de mon enfance semblait parfaite comme une carte postale vue de l'extérieur. Une maison de style colonial, une pelouse bien entretenue, des parents qui réussissaient et semblaient tout avoir compris. Mon père, Richard Thompson, avait construit son cabinet de comptabilité à partir de rien jusqu'à en faire l'un des plus respectés de la Nouvelle-Angleterre. Ma mère, Elizabeth, dirigeait une agence immobilière haut de gamme pour l'élite de Boston. Le succès et les réussites n'étaient pas seulement encouragés dans notre maison, ils étaient attendus, exigés, et c'était la base pour mériter l'amour. Mais depuis que je me souviens, il y avait une hiérarchie silencieuse dans notre famille. Mon frère cadet David, qui a maintenant 30 ans, attirait toujours toute l'attention malgré ses résultats moyens. Il ramenait des notes passables et recevait des éloges exagérés. Moi, j'avais des notes excellentes et je recevais juste un petit signe de tête. Quand David est entré dans l'équipe de basket junior, mes parents ont organisé un barbecue dans le jardin. Quand j'ai été sélectionné pour un prestigieux programme de jeunes artistes à 16 ans, ils ont oublié de venir à mon exposition. Ensuite, il y avait ma sœur Heather, 28 ans, qui avait compris très tôt que suivre les attentes de nos parents était le chemin le plus facile. Elle a suivi directement les pas de notre mère dans l'immobilier, adoptant même son style vestimentaire et ses gestes. Heather avait appris à naviguer dans la dynamique familiale, devenant un miroir des idéaux de nos parents, sans jamais contester leur vision du monde. Moi, j'ai pris une autre voie. Je croyais naïvement que si je travaillais assez, si je réussissais assez, mes parents finiraient par me voir. Me voir vraiment. Je me suis consacré au design graphique avec une passion qui me consumait, espérant que chaque nouveau succès serait celui qui les rendrait fiers. À la remise de diplôme du lycée, j'étais la meilleure de ma promotion. Mes parents s'étaient assis dans le public en regardant leur montre sans arrêt, puis ils sont partis immédiatement après mon discours pour aller à un événement de collecte de fonds de David. Ils levaient de l'argent pour un voyage humanitaire au Guatemala. Un voyage qu'il abandonnerait plus tard en plein milieu parce que, selon ses mots, c'était « trop intense ». À ma remise de diplôme universitaire à l'école de design de Rhode Island, j'étais diplômé, summa cum laude. Ma mère a commenté que la tenue que j'avais choisie semblait peu professionnelle et mon père a passé la plupart de la cérémonie à répondre à des emails sur son téléphone. Le dîner de célébration après a été interrompu parce que Heather avait eu un petit accident de voiture et avait besoin d'un soutien émotionnel immédiat. Encore et encore, le même schéma se répétait. Mes réussites étaient minimisées, les petits drames de mes frères et sœurs étaient amplifiés. Les vacances familiales étaient planifiées pendant mes événements importants. Mes anniversaires étaient oubliés ou minimisés. Les cadeaux de Noël montraient peu de compréhension de mes intérêts ou de mes passions. 5 ans après l'université, j'avais construit une carrière respectable chez Horizon Creative, une agence de design à Boston. J'étais passé de designer junior à directrice créative senior grâce à d'innombrables nuits blanches et week-ends sacrifiés. Mon portfolio était devenu impressionnant, mais il manquait encore quelque chose, une reconnaissance professionnelle à grande échelle. Puis le grand tournant est arrivé. Une chaîne hôtelière nationale avait besoin d'une refonte complète de sa ligne de luxe. Il voulait quelque chose d'audacieux mais élégant, moderne mais intemporel. Pendant 3 mois, j'ai tout donné dans ce projet, en développant une approche innovante qui mélangeait des éléments dessinés à la main avec des techniques numériques de pointe. Quand la campagne a été lancée, les revues professionnelles en ont parlé. Le client a rapporté une augmentation de 20% des réservations pendant le premier trimestre. Ce projet m'a valu une nomination au prix Apex,
l'une des distinctions les plus prestigieuses dans l'industrie du design. Les gagnants précédents avaient lancé des studios à succès, publié des livres et étaient devenus des noms connus dans le monde du design. C'était mon moment, la validation pour laquelle j'avais travaillé des années. Quand j'ai reçu la lettre de nomination, j'ai appelé mes parents tout de suite. « C'est merveilleux, chérie », a dit ma mère d'une voix distraite. Je pouvais l'entendre taper au clavier en arrière-plan. « C'est quel jour déjà, la cérémonie ?» « Le 15 septembre, ai-je répondu. Un vendredi soir à l'hôtel Grand Méridien. J'ai 2 billets en plus du mien. J'espérais que toi et papa pourriez venir. Laisse-moi vérifier notre agenda, dit-elle. Le bruit du clavier s'est arrêté. Oui, je crois que ça ira. Ton père a une conférence cette semaine, mais il revient jeudi soir. On va faire en sorte d'y être. Pour la première fois de ma vie adulte, j'ai senti qu'ils allaient enfin voir quelque chose d'important pour moi. Je me suis permise d'espérer. J'ai même envoyé des invitations officielles avec tous les détails, même si je leur avais déjà dit à l'oral. Dans les semaines qui ont précédé la cérémonie, je me suis offert un luxe, acheté une robe bleu nuit qui allait bien avec mes cheveux châtains tirant sur le roux et ma peau pâle. J'ai pratiqué mon discours de remerciement, même si je me disais de ne pas trop m'emballer à l'idée de gagner. Le simple fait d'avoir mes parents là serait déjà une victoire suffisante. 2 jours avant la cérémonie, j'ai appelé pour confirmer les derniers détails. Oh Audrey, ma mère semblait agitée. Je voulais t'appeler. Il y a eu un imprévu. Mon estomac s'est noué. La sensation familière de déception s'est répandue dans ma poitrine comme de l'eau glacée. Mais qu'est-ce que c'est, cette fois, ai-je demandé en essayant de cacher l'amertume dans ma voix. Ton frère est très stressé avec son nouveau poste. Tu sais, il vient de commencer dans cette société d'investissement. Ton père et moi avons décidé que la famille avait besoin de vacances d'urgence. On part demain matin aux Bahamas. Toute la famille. Et la cérémonie? Eh bien, Heather vient aussi. Bien sûr, David a besoin de tout notre soutien en ce moment. Je suis sûr que tu comprends. Cette promotion est très difficile pour lui. J'ai serré le téléphone plus fort. Maman, cette cérémonie est le plus grand moment de ma carrière jusqu'ici. Je te l'ai dit il y a des mois. Il y aura d'autres cérémonies, chérie. La famille passe avant tout. Tu le sais, David a vraiment besoin de ce repos. La conversation s'est terminée avec des promesses vagues de me compenser et des assurances qu'il penserait à moi lors de ma grande soirée. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient choisi de rater. J'ai passé cet après-midi entre larmes et colère, décidant finalement que j'irais seul à la cérémonie. Je ne laisserai pas leur absence réduire ce succès. Je méritais d'y être, peu importe qui était assis dans le public. La nuit de la cérémonie est arrivée avec un temps parfait de début d'automne. J'ai pris un transport partagé jusqu'à l'hôtel Grand Méridien, regardant des couples et des familles arriver ensemble pendant que je m'approchais seul de l'entrée ornée. Des femmes en robes élégantes, accompagnées de maris fiers. Des hommes en smoking avec des parents rayonnants à leur côté. Même mes collègues de Horizon Créative étaient venus avec leurs conjoints ou amis pour fêter. Audrey, tu es éblouissante. M'a appelé Sophia, la directrice de notre agence, en entrant dans la grande salle de bal. Son mari était à ses côtés, la main dans son dos en signe de soutien. Merci, ai-je souri en essayant de montrer de l'assurance. Vous aussi vous êtes magnifique. Où est ta famille? J'avais réservé une table entière en pensant qu'ils se joindraient à nous, dit Sophia en regardant autour d'elle. Ils ont eu une urgence de dernière minute, ai-je expliqué. Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche. Leurs vacances ne pouvaient pas être déplacées. Sophia fronça légèrement les sourcils. Pour ta nuit de remise de prix, quelle malchance. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour en dire plus. En me dirigeant vers notre table, j'ai remarqué les chaises vides que mes parents auraient dû occuper. Les cartons avec leurs noms semblaient se moquer de moi. Je les ai discrètement retirés et rangés dans mon sac à main. Pendant le dîner, j'ai eu une conversation agréable avec mes collègues tout en luttant contre le vide qui me rongeait à l'intérieur. Quand le dessert est arrivé, mon appétit avait complètement disparu. Je jouais avec le gâteau au chocolat dans mon assiette pendant que commençaient les annonces pour la remise des prix. D'abord vinrent les catégories mineures, meilleure typographie, excellence en design web, nouveau talent, révélation.
Chaque gagnant montait sur scène avec ses proches qui l'encourageaient bruyamment depuis le public. J'applaudissais machinalement, vérifiant mon téléphone de temps en temps. Aucun message de ma famille, aucune reconnaissance de ce qu'ils étaient en train de rater. Et maintenant, le moment que nous attendions tous, annonça le présentateur. Le prix Apex de l'innovation révolutionnaire dans le design. Ma catégorie. Mon cœur battait fort pendant qu'il montrait de courts extraits du travail de chaque nominé. Ma refonte de l'hôtel apparut sur les immenses écrans, provoquant des murmures d'appréciation dans la foule. La gagnante du prix Apex de cette année est... Le présentateur fit une pause dramatique en ouvrant l'enveloppe. Audrey Thompson pour la refonte de la collection Azora Hotel. La salle explosa en applaudissements. Mes collègues à ma table se levèrent en frappant des mains avec enthousiasme. Je me levai avec des jambes tremblantes, lissant ma robe en me dirigeant vers la scène. Le chemin sembla à la fois interminable et trop court. J'avais imaginé ce moment autrement. J'avais imaginé voir le visage de mes parents dans le public, assistant enfin à ma réussite directement, au lieu d'en entendre parler plus tard. Quand j'acceptai le lourd trophée en cristal, le projecteur m'aveugla presque. J'ajustai le micro et pris une grande inspiration. Merci au comité Apex pour cet honneur incroyable, commençai-je. Ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu. Le discours que j'avais répété mentionnait d'abord ma famille, mais je me surpris à changer de direction. Je veux exprimer ma plus profonde gratitude à mes mentors chez Horizon Créative, spécialement à Sophia Winters, qui m'a donné la liberté de prendre des risques avec ce projet. Je continuai en remerciant l'équipe du client, mes partenaires de collaboration, et même mon premier professeur de design, qui m'avait encouragé à suivre cette voie. Je parlais de l'importance de l'expression authentique dans l'art commercial, de l'équilibre entre les besoins du client et l'intégrité créative. Pas une seule fois je ne mentionnais ma famille. À la fin, le public se leva pour une ovation debout. Les larmes me montèrent aux yeux. Ce moment aurait dû être vu par ceux qui me connaissaient depuis le plus longtemps. À la place, des inconnus applaudissaient, tandis que ceux qui partageaient mon sang sirotaient des cocktails tropicaux sur une plage. La réception qui suivit fut un tourbillon de félicitations, d'échanges de cartes de visite et de promesses de futures collaborations. Je souriais, fonctionnant en pilote automatique. Le trophée dans ma main paraissait de plus en plus lourd. Alors que la foule se dispersait, je me retrouvais debout, seul, près d'une grande fenêtre donnant sur l'horizon de Boston. Une vue impressionnante, n'est-ce pas, dit une voix à côté de moi. Je me tournai pour voir un vieil homme en costume anthracite parfaitement taillé. Bien qu'il ait dû avoir plus de 70 ans, il se tenait droit, grand, avec des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Quelque chose en lui me semblait vaguement familier, mais je ne parvenais pas à l'identifier. Oui, c'est magnifique, répondis-je. Harold Wilson, se présenta-t-il en tendant la main. Je perdis presque mon souffle. Harold Wilson était une légende dans le monde du design. Son travail emblématique des années 70 et 80 avait révolutionné l'art commercial et influencé des générations de designers, dont moi. Audrey Thompson, réussis-je à dire en serrant sa main. Je suis une grande admiratrice de votre travail, Monsieur Wilson. S'il vous plaît, appelez-moi Harold. Et je connais aussi ton travail. Cette refonte de l'hôtel a été brillamment exécutée. Tu méritais le prix Apex ce soir. Merci, dis-je, sincèrement touché qu'un homme de sa stature ait remarqué mon design. Harold me regarda pensivement. Tu sais? Je t'ai observé pendant ton discours. Un excellent contenu, magnifiquement présenté, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu semblais chercher quelqu'un dans le public. Je déglutis, prise au dépourvu par une telle perception directe. Ma famille était censée être là, avouai-je. Ils ont décidé de partir en vacances à la place. Harold hocha lentement la tête. Je vois. C'est eux qui perdent quelque chose. Ensuite, nous avons parlé pendant presque une demi-heure. Harold posa des questions perspicaces sur mon processus créatif, écouta attentivement mes réponses et partagea des histoires marquantes de sa propre carrière. Jamais il n'offrit de phrase toute faite sur la situation avec ma famille, ni ne suggéra que je ne devais pas être blessé. Il reconnut simplement la réalité et se concentra sur mon travail. Quand le personnel de l'événement commença à débarrasser la salle, annonçant la fin de la soirée, Harold mit la main dans sa poche. « Je pense que tu pourrais trouver ceci utile, Audrey, dit-il en pressant quelque chose dans ma paume. En baissant les yeux,
je vis une clé en laiton ancien avec des dents inhabituelles et un étrange symbole gravé sur la tête. Quelque chose comme une spirale entrelacée. C'est pourquoi, demandai-je, confuse. Les yeux de Harold se plissèrent alors qu'il souriait. Bienvenue à la maison, dit-il mystérieusement. Puis il me remit une carte de visite avec une adresse au centre de Boston. Demain soir à 20 heures précises, cette clé ouvrira plus qu'une simple porte. Avant que je puisse lui poser d'autres questions, il avait disparu, se déplaçant avec une agilité surprenante pour un homme de son âge. Je restais là, tenant la clé, la faisant tourner dans ma main, me demandant quel sens pouvait bien avoir ce geste. En sortant pour prendre un transport vers chez moi, mon téléphone vibra soudain dans mon sac. Puis vibra encore et encore. En le sortant, je fus surprise de voir la notification, 66 appels manqués. En les vérifiant, je vis qu'ils venaient tous de ma famille. 20 de ma mère, 15 de mon père, le reste partagé entre David et Heather. Qu'est-ce qui pouvait justifier une communication aussi frénétique le soir même où ils avaient choisi de m'abandonner? De retour dans mon appartement, j'enlevai mes talons et m'assis au bord de mon lit, encore en robe de soirée, regardant mon téléphone. Les appels manqués avaient été suivis par une douzaine de messages vocaux et de nombreux textos, chacun plus urgent que le précédent. Avec un mauvais pressentiment, je lançai le premier message vocal de ma mère. « Audrey, rappelle-moi immédiatement. David a eu une réaction allergique grave. Nous sommes à l'hôpital. Rappelle-moi. » Le deuxième message, laissé 30 minutes plus tard, était plus paniqué. « Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Ton frère est dans un état grave. Il pense que c'était quelque chose dans le plateau de fruits de mer du dîner. Rappelle-moi tout de suite. » Chaque message suivant devenait de plus en plus accusateur, comme si mon absence pendant ma cérémonie de remise de prix était un acte cruel délibéré. Audrey Elizabeth Thompson. Je n'arrive pas à croire que tu nous ignores pendant une urgence familiale. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la santé de ton frère? Rappelle-moi tout de suite, dit le dernier message vocal laissé seulement 20 minutes plus tôt. Le ton de ma mère avait changé pour devenir une manipulation pleine de larmes. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi égoïste à un moment pareil. Nous sommes tous ici à nous inquiéter pour David et toi tu ne prends même pas la peine de répondre au téléphone. Je pensais qu'on t'avait mieux éduqué. Les textos racontaient la même histoire, avec des mises à jour sur l'état de David. Apparemment, il avait mangé des fruits de mer au restaurant de l'hôtel, ce qui avait déclenché une grave réaction allergique. Il l'avait stabilisé dans un hôpital local, mais il le gardait en observation pour la nuit. Selon le dernier message de ma sœur, la situation était sous contrôle, mais restait effrayante. Je m'assis dans un silence stupéfait, le trophée en cristal reflétant la lumière de la lampe à côté de moi, la clé ancienne lourde dans ma main. L'ironie était presque trop parfaite. Pendant des années, j'avais tout laissé tomber chaque fois que ma famille appelait, courant résoudre des problèmes et donner du soutien, pendant que mes propres besoins étaient ignorés. Et la seule nuit, la seule soirée où je leur avais demandé d'être là pour moi, non seulement ils avaient choisi d'être ailleurs, mais maintenant ils s'attendaient à ce que j'abandonne entièrement mon moment. Comme si c'était sans importance, mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel. Le schéma était tellement familier. Je rappellerai. Je m'excuserai profondément de ne pas avoir été disponible pendant ma cérémonie de remise de prix. Je réserverai le premier vol pour les Bahamas le matin et je m'assiérai au chevet de David pendant sa récupération d'un incident qui, selon les messages, n'était déjà plus vital. Mes parents feraient leurs commentaires passifs-agressifs sur mes priorités. J'aurais avalé mon ressentiment. Le cycle aurait continué, mais quelque chose avait changé en moi ce soir. Peut-être que c'était le fait d'avoir été seul sur cette scène. Peut-être que c'était la validation de Harold Wilson, une légende reconnaissant mon talent. Ou peut-être que c'était simplement l'aboutissement de toutes ces années où j'avais été ignoré. Arrivant à un point de rupture, je laissai le téléphone sans rappeler et, à la place, j'envoyai un message à ma sœur. Je viens juste de voir vos messages. David est stable. Vous avez besoin que je vienne? Sa réponse arriva rapidement. Ça va, maintenant il est sous observation pour la nuit, par précaution, mais maman devient folle et veut que tu sois là le plus vite possible. Je pris une grande respiration et appelai directement l'hôpital pour parler au médecin de David. Après m'être identifié comme sa sœur et avoir répondu à plusieurs questions de vérification, j'obtins une mise à jour médicale directe. Comme je le soupçonnais, même si la réaction avait été grave, David était maintenant stable et hors de danger.
Le médecin espérait le laisser sortir demain à midi. Avec ces informations en main, je pris ma décision. Je réserverai un vol pour demain après-midi, ce qui me permettrait d'avoir cette nuit pour célébrer mon accomplissement. Une nuit pour honorer mon propre succès. Avant de courir rejoindre ma famille, qui n'avait même pas pris la peine d'être là. J'appelais Sophia, ma mentor à l'agence, parce que j'avais besoin de la perspective de quelqu'un qui comprenait l'importance des limites saines. Audrey, félicitations encore, répondit-elle chaleureusement. Comment tu te sens le lendemain de ta grande victoire? En fait, c'est encore la même nuit, expliquai-je. Puis je la mis au courant de la situation avec ma famille. Sophia écouta sans m'interrompre, puis dit avec prudence. Qu'est-ce que tu sens être la bonne chose à faire ici? Une partie de moi veut tout laisser tomber et prendre un vol immédiatement, avouai-je. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais une autre partie sent que ce serait continuer un schéma qui n'est sain pour personne. Si les rôles étaient inversés, demanda Sophia doucement, est-ce que ta famille aurait quitté un événement important à eux pour venir vers toi? Nous connaissions toutes les deux la réponse. Tu as déjà l'information du médecin qui dit que ton frère est stable et se remet, continua-t-elle. Tu as déjà prévu de voler demain. Prendre quelques heures pour célébrer ton succès ne fait pas de toi une égoïste, Audrey. Ça fait de toi une personne qui a des limites saines. Après avoir raccroché, je restais à regarder la clé que Harold m'avait donnée. Le symbole étrange reflétait la lumière, donnant presque l'impression de briller. Bienvenue à la maison, avait-il dit. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Je cherchais sa carte de visite. L'adresse était dans une zone du centre de Boston, connue pour ses bâtiments historiques. Beaucoup avaient été réutilisés comme commerce ou appartements. Quelque chose dans ce mystère m'attirait, m'offrant une distraction du drame familial qui continuait avec appels manqués et messages. Mon téléphone vibra de nouveau. Ma mère. J'envoyai l'appel vers la messagerie vocale. Puis je réservai un vol pour Nassau, départ à 14 heures demain. J'irai les voir comme toujours, mais cette fois à mes propres conditions. Cette nuit m'appartenait. J'envoyai un message à ma mère avec les informations du vol, accompagné d'un court texte. David est stable, selon son médecin. J'ai réservé un vol pour demain après-midi. Au fait, félicitations pour mon prix Apex. Puis je mis mon téléphone en silencieux, me démaquillai et me glissai dans mon lit. La clé sur ma table de chevet capta la lumière de la lune à travers la fenêtre. Son symbole étrange fut la dernière chose que je vis avant de m'endormir. Le matin apporta plus d'appels manqués et de messages de plus en plus hostiles. Je confirmai mon vol, préparai une petite valise pour les Bahamas et me retrouvai encore à regarder la clé. L'invitation de Harold avait été pour 20 heures ce soir, bien après l'heure de départ de mon vol. Cependant, quelque chose là-dedans m'attirait, un mystère que je ressentais soudain le besoin de résoudre avant de partir. Je pris une décision impulsive. Je changeai mon vol pour le lendemain matin, me donnant du temps pour découvrir ce que Harold avait voulu dire en pressant cette clé dans ma paume et en disant ces mots qui résonnaient encore profondément en moi. Bienvenue à la maison. Quand la nuit arriva, je me retrouvai devant un bâtiment en briques usées dans le quartier historique des entrepôts de Boston. La structure datait du début des années 1900, avec de grandes fenêtres arquées aux étages supérieurs et une entrée modeste au niveau de la rue. Rien dans son extérieur ne suggérait quelque chose d'extraordinaire. Cependant, l'adresse correspondait parfaitement à celle inscrite sur la carte de Harold. Je m'approchai de la lourde porte en bois, remarquant qu'il n'y avait aucun nom d'entreprise, seulement le numéro de la rue en laiton terni. Sous l'ancien trou de serrure, apparemment décoratif, se trouvait une serrure moderne standard. Je fronçai les sourcils en regardant la clé ancienne dans ma main. Sûrement, ce n'était pas fait pour ça. Regardant autour de moi pour m'assurer que personne ne me voyait, j'essayai timidement d'insérer la clé dans l'ancien trou de serrure. À ma surprise, elle glissa doucement. Quand je la tournai, j'entendis une série de mécanismes internes bouger, suivis d'un clic distinct. La porte s'ouvrit silencieusement vers l'intérieur. Le cœur battant, j'entrai dans un hall faiblement éclairé. La porte se referma automatiquement derrière moi. La serrure se remit en place avec un léger clic. Devant, un couloir étroit menait à une autre porte, éclairée par une seule applique murale. En m'approchant, j'entendis de faibles sons de conversation et de musique au-delà. La seconde porte s'ouvrit sur un espace qui me coupa le souffle. Ce qui semblait, de l'extérieur, être un bâtiment ordinaire,
se révéla être un immense studio ouvert qui occupait ce qui avait dû être plusieurs entrepôts réunis. Un plafond très haut avec poutres apparentes s'élevait à plus de 6 mètres. D'énormes fenêtres, partiellement couvertes de structures extérieures pour éviter d'être vues depuis la rue, laissaient entrer la lumière dorée du coucher de soleil. La vaste salle était divisée en plusieurs zones d'ateliers, chacune dédiée à différentes activités créatives. Une section abritait des presses d'impression, anciennes et modernes. Une autre présentait des stations de travail numérique à la pointe de la technologie. Il y avait des studios photos, des espaces de peinture, des zones de sculpture et ce qui ressemblait à un petit théâtre. Mais le plus surprenant, c'étaient les gens, peut-être 30 individus d'âge divers se déplaçaient dans l'espace, participant à des conversations ou concentrés sur des projets. Certains travaillaient seuls, d'autres collaboraient en petits groupes. L'atmosphère vibrait d'une énergie créative comme je n'en avais jamais ressenti. Audrey Thompson, dit une voix familière. Tu nous as trouvés. Harold Wilson s'avança, son expression pleine de chaleur et d'approbation. Aujourd'hui, il portait des vêtements décontractés, un jean et une chemise boutonnée simple, qui paraissaient pourtant élégantes sur sa haute silhouette. J'ai failli ne pas venir, avouai-je. Ma situation familiale. Et pourtant, tu es ici, observa-t-il. Peut-être que ça dit quelque chose d'important sur ce dont tu as réellement besoin en ce moment. Harold me fit signe de le suivre. En marchant à travers l'espace, les gens acquiesçaient en guise de salut. Certains me regardaient avec curiosité. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, demandai-je en observant l'environnement extraordinaire. Nous l'appelons simplement le collectif, expliqua Harold. Il existe sous différentes formes depuis presque 70 ans, bien que cet endroit en particulier soit notre maison depuis 20 ans. Nous sommes une communauté de professionnels créatifs qui croient en quelque chose de plus important que la compétition et l'isolement. Nous nous arrêtâmes devant un mur couvert d'œuvres encadrées, de photos et de pièces de design venant de différentes époques. Je reconnus le travail de plusieurs artistes et designers célèbres, y compris certaines pièces emblématiques de Harold lui-même. Tous ceux qui sont ici ont un jour été là où tu es, continua-t-il. Talentueux, motivés, mais d'une certaine façon seuls dans leur parcours créatif, manquant du vrai sentiment d'appartenance qui rend l'art non seulement réussi, mais significatif. Comment tu as su, demandai-je. À propos de moi, je veux dire. Harold sourit. J'ai reconnu ce regard. Je l'avais vu dans le miroir, il y a des décennies, quand je me tenais sur scène, recevant des éloges, cherchant dans le public des visages qui n'étaient pas là. Il fit une pause. Mes parents n'ont jamais compris mon choix de suivre le design au lieu du cabinet d'avocat familial. Ils ont refusé d'assister à tous mes événements dans l'industrie, croyant qu'un jour je reviendrais à la raison. Je sais ce que c'est de réussir dans l'absence. Il me conduisit vers un coin plus calme où plusieurs personnes étaient rassemblées autour d'une grande table. Ils levèrent les yeux quand nous approchâmes, leurs expressions accueillantes. Tout le monde, voici Audrey Thompson, notre toute nouvelle lauréate du prix Apex, annonça Harold. Audrey, je te présente quelques-uns de nos membres. Les présentations se firent naturellement. Tessa Reynolds, une photographe dont j'avais admiré le travail dans de grandes publications. James Daniels, dont la typographie avait révolutionné les interfaces numériques. Lucia Fernandez, une architecte dont les projets durables avaient reçu une reconnaissance internationale. Chacun me salua chaleureusement avec un intérêt sincère, au lieu du calcul intéressé des réseaux de contacts auxquels j'étais habitué dans les événements de l'industrie. Nous avons vu ta refonte de l'hôtel, commenta Lucia. La façon dont tu as intégré ces éléments dessinés à la main avec les composants numériques a été brillamment exécutée. La stratégie des couleurs était particulièrement impressionnante, ajouta Kenji Yamamoto, un théoricien de la couleur dont le livre se trouvait dans ma bibliothèque à la maison. Ce bleu précis que tu as choisi comme encre a exactement le poids psychologique qu'il fallait. Je me retrouvais plongé dans la conversation créative la plus stimulante que j'avais eue depuis des années. Ces personnes ne comprenaient pas seulement mon travail, elles appréciaient aussi les choix subtils qui étaient derrière. Elles posaient des questions réfléchies sur mon processus, partageaient des idées pertinentes de leurs propres expériences et construisaient de nouvelles idées en collaborant. Au fil de la soirée, Harold me montra les différentes sections du collectif. Chaque espace contenait des ressources remarquables, accessibles à tous les membres. Le laboratoire numérique possédait des technologies dont j'avais seulement lu l'existence. La bibliothèque de référence contenait des livres rares de design et des affiches publicitaires originales datant d'un siècle.
Les ateliers regroupaient des outils et équipements que peu de créatifs pouvaient se permettre seuls. Cet espace nous appartient à tous, expliqua Harold. Chacun contribue avec ce qu'il peut, expérience, connexion, ou soutien financier. Certains de nos membres connaissent un grand succès commercial, d'autres créent des œuvres critiques mais moins récompensées financièrement. Ici, ces distinctions comptent moins que la qualité de la vision et la générosité d'esprit. Nous nous arrêtâmes devant une porte dans un coin calme. Harold sortit une clé semblable à la mienne et l'ouvrit, révélant un espace de travail modeste mais magnifique, avec un grand bureau, une chaise confortable, une excellente lumière et un mur de fenêtres donnant sur la ville. « Cela pourrait être à toi, dit-il simplement. Si tu choisis de nous rejoindre. » « À moi, répétai-je en entrant dans la pièce, passant mes doigts sur le bord du bureau. Chaque membre a un studio personnel à l'intérieur du collectif, expliqua Harold. Un endroit qui est entièrement le tien au sein de la communauté. La clé que tu as ouvre aussi bien l'entrée principale que cette pièce. Je me retournai lentement, absorbant le potentiel de l'endroit. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que tu es prête, dit une voix depuis la porte. Une femme aux cheveux argentés et aux mains d'artiste entra dans la pièce. Je suis Eleanor Green, se présenta-t-elle. Je t'ai observé ce soir, à la cérémonie. Tu t'es tenu seul sur scène et tu as donné l'un des discours de remerciement les plus sincères que j'ai entendus depuis des années. Sans fausse modestie, sans phrase toute faite sur la famille, juste une gratitude authentique pour ton métier et pour ceux qui ont soutenu ta croissance. Eleanor a été ma mentor quand je suis arrivé ici, expliqua Harold. Tout comme j'espère l'être pour toi, si tu me le permets. C'est plus que du réseautage professionnel, ajouta Eleanor. Beaucoup d'entre nous ont trouvé leur chemin ici après des périodes d'isolement vis-à-vis de nos familles d'origine. Harold a reconnu en toi ce que beaucoup d'entre nous avons vécu. Nous avions trouvé notre voie créative, mais il nous manquait une communauté de soutien pour vraiment nous épanouir, en tant qu'artistes et en tant qu'êtres humains. Quand nous rejoignîmes le groupe plus large, les gens partagèrent leurs histoires sur leur arrivée au collectif. Beaucoup faisaient écho à ma propre expérience. Des enfants créatifs dont les familles ne comprenaient pas leur vision ni ne valorisaient leur contribution. Des professionnels à succès dont la vie personnelle avait été sacrifiée au profit de la réussite, sans jamais être reconnus. Des individus talentueux qui avaient tout ce qu'ils pensaient vouloir professionnellement, mais qui se sentaient encore fondamentalement seuls. La clé est symbolique, expliqua Harold plus tard alors que nous étions assis avec un petit groupe à partager du vin et de la conversation. Elle ne représente pas seulement l'accès à cet espace physique, mais aussi l'entrée dans une communauté qui te voit entièrement, à la fois ton talent et ton humanité. Pour la première fois de ma vie adulte, je me sentis vraiment vu. Pas seulement mon travail, mais moi. La personne derrière les designs, la femme avec ses espoirs, ses blessures et sa vision. Ces étrangers semblaient, d'une certaine façon, plus proches d'une vraie famille que les gens qui partageaient mon sang. Alors que minuit approchait, je mentionnai à contre-cœur mon vol du matin. La situation de ton frère, demanda Harold. J'acquiesçai. Il est stable, mais ma famille attend que je sois là. Et tu vas y aller, demanda doucement Lucia. Oui, dis-je après un moment. Mais pas parce que je cède à leurs exigences. J'ai choisi d'y aller en comprenant clairement la dynamique en jeu. Et ça fait une différence. Harold hocha la tête avec approbation. Le collectif sera là quand tu reviendras. Cette clé est à toi maintenant, peu importe ce que demain apportera. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux des heures auparavant, attira soudain mon attention pendant que je me préparais à partir. Plus d'appels manqués, plus de messages urgents. Mais pour la première fois, ils ne m'emplirent ni d'angoisse ni de culpabilité. Au contraire, je ressentis une étrange clarté nouvelle. Bienvenue à la maison, avait dit Harold en me donnant la clé. Et maintenant, je comprenais vraiment ce qu'il voulait dire. La maison, ce n'était pas l'endroit où j'avais grandi, me battant sans cesse pour une reconnaissance qui n'est jamais venue. La maison, c'était l'endroit où l'on me valorisait exactement tel que j'étais, sans condition ni comparaison. Je quittais le collectif cette nuit-là avec la clé rangée précieusement dans ma poche. Un talisman d'appartenance qui m'aiderait à traverser ce qui m'attendait aux Bahamas. Le vol vers Nassau se passa dans un tourbillon d'anticipation et de résolution. J'avais envoyé à ma famille mon heure d'arrivée, mais je ne reçus que des réponses sèches avec le nom de l'hôpital et le numéro de la chambre. Personne ne proposa de venir me chercher à l'aéroport.
Je pris un taxi directement vers l'hôpital général de Nassau, avec ma petite valise et la clé de Harold bien rangée dans ma poche, que je touchais de temps en temps pour me rassurer. La chambre de David fut facile à trouver. Les voix de ma famille résonnaient déjà depuis le couloir. Je m'arrêtai devant la porte. Je pris une grande inspiration et entrai. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. David, allongé sur le lit, pâle mais loin d'être en danger critique, pianotant sur son téléphone. Ma mère, assise à côté, réajustant ses oreillers inutilement. Mon père, debout près de la fenêtre, au téléphone pour le travail malgré les règles de l'hôpital. Heather, en train de disposer des fleurs sur le rebord de la fenêtre. Leurs réactions à mon arrivée furent tout aussi prévisibles. Enfin, dit ma mère, son ton aiguisé par la désapprobation. Comme c'est gentil de ta part de nous rejoindre un jour entier après l'urgence. Bonjour maman, répondis-je calmement. David, comment tu te sens? Mon frère leva les yeux de son téléphone. Mieux. Il me laisse sortir dans 1 heure. Où étais-tu hier? Maman a essayé de t'appeler genre 100 fois. 66 en réalité, corrigeai-je. J'étais à la cérémonie des prix Apex. Tu sais, celle dont je vous ai parlé il y a des mois, à laquelle vous aviez tous promis d'assister avant de préférer ces vacances de dernière minute. Mon père termina son appel et se tourna vers moi, le front plissé. Ce n'est pas le moment pour cette discussion, Audrey. Ton frère aurait pu mourir. Mais il ne l'a pas fait, répondis-je. Selon son médecin, il a été stabilisé rapidement et n'a jamais été en danger de mort après le traitement initial. Comment sais-tu ce que son médecin a dit, exigea ma mère. J'ai appelé l'hôpital directement hier soir après avoir vu tous vos appels manqués. J'ai parlé au docteur Méné pour obtenir une évaluation médicale précise. Ma mère poussa un cri choqué, comme si j'avais commis une offense. Tu as appelé son médecin sans nous consulter d'abord? J'avais besoin d'informations objectives pour faire un plan de voyage approprié, expliquai-je calmement. Le médecin a confirmé ce que je pensais, que même si la réaction était grave, David était stable et se rétablissait bien. Alors tu as décidé que ta petite fête de design était plus importante que d'être ici pour ton frère, intervint Heather, sa voix pleine de jugement. Quelque chose se brisa en moi. Des années à supporter leurs attitudes méprisantes, à minimiser mes propres besoins et réussites, à accepter la hiérarchie familiale tacite. Tout s'effondra sous le poids de cette nouvelle injustice. Ma petite fête de design, répétai-je lentement, c'était la cérémonie des prix Apex, le plus grand honneur de mon industrie, un succès pour lequel j'ai travaillé toute ma carrière. Un événement auquel je vous avais tous demandé de venir il y a des mois et auquel vous aviez accepté d'assister avant d'annuler à la dernière minute pour des vacances d'urgence. David avait besoin. Commença ma mère, mais je l'interrompis. David avait besoin d'une pause à cause de son nouveau travail stressant. Oui, j'ai déjà entendu cette excuse. Et pourtant, cette soi-disant nécessité est passée avant un engagement que vous aviez pris envers moi. Et maintenant, vous avez l'audace d'être en colère parce que je n'ai pas abandonné immédiatement la reconnaissance professionnelle la plus importante de ma vie pour courir à ses côtés pour une situation médicale déjà résolue par les médecins. La chambre resta silencieuse. Ma famille me regardait comme si je parlais soudain une langue étrangère. En toutes nos années ensemble, je n'avais jamais défié directement leur façon de me traiter de cette manière. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es si égoïste, finit par dire ma mère. La famille passe avant tout, Audrey. On t'a appris ça. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que certains membres de la famille passent avant tout, et que d'autres sont censés tout sacrifier sans se plaindre. Mon père fit un pas en avant, son expression sévère. Ça suffit, Audrey. Ton frère était à l'hôpital. Peu importe quel prix tu recevais, ça pouvait être reprogrammé. Je ris. Un rire court et amer. Les cérémonies de remise de prix de l'industrie ne se reprogrammant pas parce qu'un nominé a une urgence familiale. Mais ta réponse illustre parfaitement mon point. Vous n'avez aucune idée de ce que ce prix signifie dans mon domaine, parce que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre ou de valoriser ma carrière. Nous avons toujours soutenu ton petit passe-temps, protesta ma mère. Mon petit passe-temps, répétai-je, incrédule. Je suis directrice créative senior dans l'une des meilleures agences de Boston. Mes designs ont rapporté des millions de dollars supplémentaires aux clients. Et depuis vendredi soir, je suis lauréate du prix Apex, ce qui me place parmi les meilleurs designers du pays. Mais vas-y,
raconte-moi encore comment ce n'est qu'un petit passe-temps. David bougea mal à l'aise dans son lit d'hôpital. Mais écoute Audrey, personne ne dit que ton travail n'est pas important. Personne ne le dit. Alors quand avez-vous assisté à un seul de mes événements professionnels? Quand avez-vous posé des questions sérieuses sur mes projets? Quand avez-vous célébré mes réussites sans immédiatement changer de sujet vers quelque chose que Heather ou David avaient fait? Je sortis mon téléphone et leur montrai des photos de la cérémonie. Le lieu élégant, le trophée en cristal. Moi sur scène, seul, en train de l'accepter. Cela aurait dû être un moment familial, dis-je à voix basse. Je voulais le partager avec vous. Je vous avais réservé des places. Au lieu de ça, je me suis tenu sur scène à chercher des visages qui avaient choisi d'être ailleurs. Nous n'avions pas le choix, insista ma mère. C'était une urgence. C'était un choix, corrigeai-je. Comme toutes les autres fois où vous avez choisi de mettre les angoisses de David ou les commodités de Heather avant mes moments importants. C'est un schéma qui a existé toute ma vie, et que je vois enfin pour ce qu'il est. Je leur montrai d'autres photos, celles du collectif, l'espace incroyable, la communauté chaleureuse de professionnels créatifs. Harold et Éléonore avec leurs bras autour de mes épaules. Pendant que vous essayez de me faire culpabiliser de ne pas tout abandonner pour une fausse urgence, j'ai trouvé des gens qui valorisent réellement ce que j'apporte au monde. Des gens qui comprennent mon travail et apprécient ma vision, sans condition. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Demanda Heather en plissant les yeux devant les photos. Ça s'appelle le collectif, une communauté de créatifs qui se soutiennent mutuellement, artistiquement et personnellement. Ils m'ont invité à les rejoindre après avoir vu mon travail et reconnu en moi quelque chose que ma propre famille n'a jamais reconnu. Mon père ricana. Ça ressemble à une secte. Bien sûr que ce serait ton interprétation, répondis-je. Le Dieu nous en garde que quelqu'un m'apprécie exactement tel que je suis, sans chercher à me rabaisser ou me faire sentir insuffisante. Ma mère se leva, le visage rouge de colère. Je ne vais pas rester assise ici à écouter ces accusations. Nous t'avons tout donné, Audrey. Nous avons payé cette école d'art coûteuse. Nous t'avons soutenu quand tu as choisi une carrière sans vraie sécurité. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous attaquant pendant une crise familiale? Je respirai profondément, me concentrant. Je ne vous attaque pas. Je dis enfin la vérité sur la façon dont j'ai été traité dans cette famille. Et j'établis une limite, mes réussites comptent aussi, moi aussi je compte. Bien sûr que tu comptes, dit David faiblement. Tu es juste dramatique. Oui, je le suis. Quand est-ce la dernière fois que cette famille a réorganisé ses plans pour quelque chose d'important pour moi? Quand maman a raté ma remise de diplôme universitaire pour ton tournoi de football. Quand papa a programmé la réunion familiale pendant ma première exposition en galerie. Quand vous avez tous décidé que vos vacances étaient plus importantes que la plus grande soirée de ma carrière. Je fouillai dans mon sac et sortis le prix Apex, que j'avais soigneusement emballé dans mon bagage à main. Le cristal attrapa la lumière fluorescente de l'hôpital, projetant des prismes sur les murs blancs. Voilà ce que vous avez manqué, dis-je en le posant sur la table de chevet. Voilà ce qui n'était pas assez important pour que vous veniez. Le trophée était là, impossible à ignorer, une preuve physique de ma réussite et de leur absence. Personne ne parla pendant de longs instants. Finalement, ma mère rompit le silence. Oh bon, félicitations pour ton prix, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur ramener David au complexe. Le médecin prépare ses papiers de sortie. Et voilà, le retour immédiat vers David, loin de mon accomplissement. Tellement prévisible que j'aurais pu l'écrire moi-même. Bien sûr, dis-je en reprenant le trophée et en le rangeant soigneusement dans mon sac. Certaines choses ne changent jamais. Je marchai vers la porte, puis m'arrêtai. Je retourne à Boston demain matin. J'ai un nouveau projet qui commence, et apparemment un espace de studio à préparer au collectif. Tu viens juste d'arriver, protesta ma mère. Nous avons réservé le complexe pour encore 3 jours. Nous allions faire des photos de famille sur la plage demain. Je me retournai avec un triste sourire. Je suis sûr que les photos seront magnifiques. Envoyez-moi une copie. Vous pourrez la mettre juste à côté du cadre vide où auraient dû se trouver les photos de ma cérémonie. Avec ça, je sortis de la chambre d'hôpital. Le poids de la clé dans ma poche équilibrant d'une certaine façon celui dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit ma vérité à ma famille, sans excuse ni compromis. Qu'ils m'écoutent ou non était hors de mon contrôle.
Mais enfin, je m'étais écouté moi-même. Et cela changeait tout. Je repartis à Boston le lendemain matin, après n'avoir passé qu'une seule nuit à Nassau, dans un hôtel séparé du complexe de ma famille. Il m'avait envoyé plusieurs messages, un mélange de chantages émotionnels et de questions pratiques sur le moment où je les rejoindrais à la plage. Je répondis seulement pour confirmer mon départ et souhaiter à David un bon rétablissement. La clé du collectif avait une autre signification dans ma main quand je m'approchais de la porte sans signe distinctif la nuit suivante. Ce n'était plus juste une invitation mystérieuse, mais un choix conscient de prioriser ma propre croissance et mon bien-être. Quand la porte s'ouvrit, ce fut comme entrer dans un monde de possibilités. Harold m'attendait dans le hall comme s'il avait anticipé mon arrivée. « Bienvenue à nouveau », dit-il simplement. « Comment était Nassau ?»« Révélateur », répondis-je. Et il hocha la tête, avec de la compréhension dans les yeux. « Es-tu prête à voir ton studio ?» La pièce que j'avais visitée brièvement avant mon voyage avait été transformée. Les meubles basiques étaient restés, mais maintenant l'espace contenait du matériel artistique, des livres de référence liés à ma spécialité et un ordinateur haut de gamme avec des logiciels de design déjà installés. « Comment ?» commençai-je en passant mes doigts sur la chaise ergonomique qui semblait parfaitement faite pour moi. « Nous contribuons tous », expliqua Harold. « Tessa a mentionné que tu admirais son système d'éclairage, alors elle a fait installer un supplémentaire ici. James a pensé que tu pourrais apprécier sa collection de références de typographie. L'ordinateur vient de Kenji, qui a récemment mis à jour le sien. » Les larmes me montèrent aux yeux. Ces personnes me connaissaient à peine, mais elles avaient créé cet espace avec une intention tellement réfléchie. Il n'y a aucune pression pour l'utiliser tout de suite, m'assura Harold. Le studio est à toi, que tu travailles ici chaque jour ou une fois par mois. Le collectif comprend que les rythmes créatifs varient. Cette nuit-là, je rencontrai encore plus de membres de la communauté. Chaque personne que je croisais montrait un intérêt sincère pour mon travail et ma vision. À la différence des événements de réseautage, où les conversations étaient à peine des transactions déguisées, ces échanges semblaient authentiques et stimulants. Les idées se partageaient librement, les collaborations s'offraient sans calcul, la sagesse se transmettait sans rien attendre en retour. Au cours des semaines suivantes, le collectif devint mon sanctuaire, pendant que je digérais le changement profond dans mes relations familiales. Mes parents m'avaient envoyé un bref email après leur retour des Bahamas, exprimant leur déception face à mon attitude et me suggérant de prendre du temps pour réfléchir aux priorités familiales. J'avais simplement répondu. Je réfléchis profondément aux priorités et aux limites. J'espère que vous en ferez de même. Heather m'appela une fois. Apparemment pour savoir comment j'allais, mais en réalité pour me dire que nos parents étaient très blessés par mon comportement. Quand je refusai de m'excuser, elle soupira dramatiquement et dit. « Tu as toujours été si difficile, Audrey. Est-ce que ça te tuerait de suivre le mouvement pour une fois ?» En fait, oui, répondis-je. Au moins ça tuerait quelque chose d'essentiel en moi. Et je ne suis plus prête à sacrifier ça. David m'envoya un message pour me remercier d'être venu à Nassau, en évitant soigneusement toute mention de la confrontation ou de mon prix. Je répondis avec politesse, mais je gardai la distance que j'avais établie. Au travail, je retrouvai un statut professionnel élevé grâce à ma victoire aux Apex. Sophia m'offrit la direction des comptes les plus prestigieux de l'agence. On demandait mon avis dans les décisions stratégiques. Les designers juniors me sollicitaient pour du mentorat. Mais les changements les plus profonds se produisaient à l'intérieur du collectif. Harold me prit sous son aile, partageant ses idées issues de décennies dans l'industrie. Il me présenta à des contacts clés, révisa mon portfolio avec un œil expert et m'encouragea doucement à explorer des techniques que j'avais toujours hésité à essayer. « Audrey, tu as trop longtemps conçu pour la validation extérieure », observa-t-il un après-midi en regardant mon travail récent. « Qu'est-ce que tu créerais si tu dessinais uniquement à partir de ta vision authentique ?» Cette question déclencha un nouveau tournant dans mon travail. Je commençais à expérimenter des styles et des méthodes que j'avais toujours évités, de peur qu'ils ne soient pas commercialement viables ou que ma famille les rejette comme irréalistes. Désormais, soutenu par une communauté qui valorisait l'exploration créative, je trouvais ma véritable voie, plus forte et plus unique. Un mois après avoir rejoint le collectif, j'eus l'opportunité de collaborer avec Lucia et James sur une grande installation publique pour une initiative artistique de la ville. Notre proposition, qui combinait ma sensibilité visuelle avec leur expertise architecturale et typographique, fut sélectionnée parmi des dizaines de candidatures. Ça n'aurait jamais été possible sans le collectif,
dis-je à Harold en célébrant la commande. Pas seulement pour les connexions, mais pour la confiance de présenter un concept aussi peu conventionnel. Les connexions comptent, reconnu Harold, mais elles ne sont qu'un canal. Ce qui circule à travers ce canal, ta vision, ta voix, c'est ça qui fait la différence. Ça a toujours été en toi. Le collectif n'a fait qu'éliminer les interférences qui t'empêchaient d'y accéder pleinement. Ces interférences devenaient plus claires grâce aux séances de thérapie hebdomadaires que j'avais commanditées peu après mon retour de Nassau. Ma thérapeute, la Dr Patterson, m'aidait à reconnaître des schémas dans ma dynamique familiale qui remontaient à plusieurs générations. Mon père a mentionné une fois que sa sœur avait déménagé à l'autre bout du pays et venait rarement nous voir, lui dis-je lors d'une séance. Il l'a toujours décrite comme la difficile qui avait abandonné la famille. Je commence à me demander si son histoire n'est pas un écho de la mienne. Cette idée me poussa à contacter ma tante Valérie, la sœur de mon père, qui s'était installée en Californie depuis des décennies et que je n'avais vue que quelques fois lors de grands événements familiaux. Notre conversation téléphonique fut révélatrice. « Ton grand-père était pareil avec ton père et moi », expliqua-t-elle. Rien de ce que je faisais n'était assez bien, tandis que ton père, le fils, ne pouvait rien faire de mal. Quand j'ai finalement posé des limites à 30 ans, on m'a étiqueté comme la rebelle de la famille. Ça me paraît familier, répondis-je. C'est un schéma qui remonte au moins à 3 générations dans notre famille, continua ma tante Valérie. J'ai des photos de ton arrière-grand-mère avec ses enfants. Les fils toujours au centre, les filles à la périphérie. La dynamique était déjà intégrée dans le système familial bien avant notre naissance. Cette conversation m'apporta une guérison inattendue. Reconnaître que ce schéma me précédait, que ce n'était pas mes propres échecs ou ma valeur personnelle en cause, me permit de voir la situation avec plus de compassion pour moi-même, et, éventuellement, pour ma famille. Après 6 semaines de contact minimal, mes parents suggérèrent un dîner de réconciliation. J'acceptai de les rencontrer dans un restaurant neutre, en fixant clairement les attentes à l'avance sur une communication respectueuse. La soirée fut tendue, mais civilisée. Ils firent quelques efforts pour poser des questions sur mon travail. Même si leurs questions montraient à quel point ils comprenaient peu mon domaine, quand ils me proposèrent de venir à une prochaine réunion familiale, je pus refuser sans culpabilité, en expliquant que j'avais déjà un engagement avec le collectif. Ce groupe artistique prend beaucoup de ton temps, observa mon père en fronçant les sourcils. Ce n'est pas juste un groupe d'art, papa. C'est une communauté professionnelle qui soutient à la fois mon développement créatif et ma croissance personnelle. Plus que ta propre famille, demanda ma mère, avec insistance. Je considérais sa question sérieusement avant de répondre. Il m'offre un type de soutien différent, un soutien dont j'avais besoin, mais que je n'ai jamais trouvé dans notre dynamique familiale. Ça ne diminue pas notre lien, mais ça veut dire que je ne cherche plus chez vous la validation dans des domaines où nos valeurs et nos compréhensions diffèrent trop fondamentalement. Ils n'aimèrent pas cette réponse, mais ils ne discutèrent pas plus. C'était déjà une forme de progrès. Poser de nouveaux termes pour notre relation, au lieu de la couper totalement. Avec mes frères et sœurs, ce fut mitigé. David appelait parfois, nos conversations restaient superficielles, mais elles étaient moins chargées des vieux schémas. Heather restait la plus résistante au changement, continuant de jouer le rôle d'extension de mes parents plutôt que de développer sa propre perspective. Au fil des mois, ma vie se transforma autant sur le plan professionnel que personnel. Mon travail chez Horizon Créative évolua radicalement, intégrant les approches expérimentales que j'avais développées au collectif. Quand une grande revue de design présenta mes projets après l'Apex, elle souligna l'évolution remarquable et l'authenticité retrouvée de mon esthétique. 6 mois après avoir rejoint le collectif, je fus nominé pour un autre prix prestigieux, cette fois pour le projet d'installation de la ville. La cérémonie aurait lieu dans le même lieu que celle des Apex. « Ta famille viendra à celle-ci » demanda Harold doucement en discutant de la nomination. « Je ne les ai pas invités » répondis-je. « À la place, j'ai réservé des places pour toi, Éléonore, Lucia et James. Ma famille choisit. Les personnes qui voient et célèbrent vraiment ma vision. » Les yeux de Harold se plissèrent avec un sourire aux commissures. « Ce sera un honneur. » Le soir de la cérémonie arriva et, cette fois, j'entrai dans l'hôtel Grand Méridien avec une sérénité tranquille au lieu d'une espérance anxieuse. Au premier rang, il n'y avait pas de siège vide, pas de famille absente à chercher pendant mon discours de remerciement. À la place, les cheveux argentés de Harold captèrent la lumière alors qu'il se tournait pour me regarder approcher. Éléonore, élégante, était à ses côtés.
Lucia et James, plongés dans une conversation animée. Le collectif remplissait les sièges qui, autrefois, avaient été réservés à des parents de sang qui n'avaient pas su reconnaître la valeur de ce que j'avais créé. Quand mon nom fut annoncé comme la gagnante, leur ovation debout portait le poids d'une vraie compréhension. Et quand je retournais à ma place avec le trophée en main, je réalisais que le vide en moi s'était enfin comblé non pas par l'approbation que j'avais passé des décennies à chercher chez ma famille, mais par l'auto-acceptation qui avait fleuri en leur absence. 1 an après avoir reçu la mystérieuse clé de Harold, je me tenais dans mon studio au collectif, contemplant l'espace qui était devenu plus mon foyer que n'importe quel autre endroit. Mon travail remplissait les murs, non seulement avec des projets pour des clients, mais aussi avec des pièces personnelles qui exprimaient des parties de moi que j'avais autrefois gardées cachées. La lumière du matin entrait à flot par les grandes fenêtres, illuminant à la fois l'espace physique et la transformation intérieure qu'il représentait. Ma relation avec ma famille s'était installée dans un nouveau schéma, avec des limites plus claires et des attentes plus modestes. Je gardais un contact limité et structuré, appelant mes parents 2 fois par mois pour de courtes conversations et rejoignant les grandes réunions de famille quand mon agenda me le permettait. La dynamique restait imparfaite, mais le fait d'avoir supprimé la pression constante de leur approbation avait permis à de vrais moments de connexion d'apparaître parfois à travers les anciens schémas. De façon surprenante, c'était ma famille qui avait commencé à changer, même si lentement, en réponse à mon nouveau comportement. Ma mère avait posé des questions réfléchies sur mon dernier projet lors de notre dernier appel, et mon père avait envoyé un article découpé du Boston Globe qui mentionnait le succès de notre installation publique, avec une petite note, « Fier de toi ». De petits gestes peut-être, mais des écarts notables par rapport à leur ancien mépris. Le plus inattendu fut l'arrivée de David à l'inauguration d'une exposition dans une galerie qui présentait des travaux collaboratifs de plusieurs membres du collectif, dont moi. Il était venu sans prévenir, tenant maladroitement un petit sac à dos. « Cet endroit est incroyable », dit-il en regardant autour de lui l'entrepôt transformé avec une admiration sincère. « Je n'avais aucune idée que c'était ce genre de choses que tu faisais en fait. »« Tu n'as jamais vraiment demandé », répondis-je, mais sans l'amertume qui aurait coloré une telle phrase 1 an plus tôt. Nous avons parcouru l'exposition ensemble et, pour la première fois de nos vies adultes, mon frère a vraiment écouté pendant que je lui expliquais mon processus créatif et le sens derrière différentes pièces. Ensuite, en prenant un café, notre conversation s'est tournée vers la dynamique familiale. Je n'avais jamais réalisé à quel point maman et papa nous traitaient différemment, admit David. Pour moi, c'était tellement normal que je ne le questionnais pas. Mais après ce jour à l'hôpital, j'ai commencé à faire attention. Tu avais raison, Audrey. Le schéma est évident une fois qu'on le voit. Et il m'a fallu 32 ans pour le voir clairement, dis-je. Et une autre année pour comprendre comment y répondre d'une manière saine pour moi. La tante Valérie m'a contacté, continua-t-il. Elle a dit que vous aviez parlé toutes les deux. Elle m'a raconté comment grand-père favorisait papa, tout comme papa me favorisait moi. C'est étrange de penser que cela se répète depuis des générations. Les schémas se répètent jusqu'à ce que quelqu'un les interrompt, observai-je. David hocha la tête pensivement. Je veux faire mieux avec mes propres enfants un jour. Ne pas perpétuer ça. Cette conversation marqua un tournant dans notre relation de frères et sœurs. Même si nous ne serions jamais exceptionnellement proches, nous avions établi une nouvelle base, fondée sur la reconnaissance honnête des schémas familiaux au lieu d'une participation aveugle. Et elle restait la plus résistante au changement, encore fermement ancrée dans son rôle de miroir des valeurs de nos parents. Mais même elle avait commencé à poser des questions prudentes sur mon travail au collectif, comme si une part d'elle reconnaissait la liberté que j'avais trouvée et se demandait ce que cela pourrait signifier pour elle. Pendant que ma famille de sang s'adaptait lentement aux nouvelles limites que j'avais fixées, mon rôle dans le collectif s'était approfondi. Suivant l'exemple de Harold, j'avais commencé à être mentor pour de jeunes artistes qui rejoignaient la communauté, en particulier ceux qui luttaient contre des dynamiques familiales similaires à celles que j'avais vécues. La clé que Harold m'avait donnée cette nuit fatidique pendait désormais à une simple chaîne autour de mon cou, transformée en pendentif par l'un des orfèvres de la communauté. Je la touchais souvent dans les moments difficiles. Un rappel tangible de l'appartenance que j'avais trouvée. Le collectif lui-même avait évolué avec l'arrivée de nouveaux membres et de nouveaux projets. Notre installation collaborative avait attiré l'attention d'organisations artistiques à travers tout le pays, ce qui avait conduit à des commandes similaires dans d'autres villes. Je me retrouvais à voyager fréquemment, représentant à la fois Horizon Créative et le collectif lors d'événements du secteur. Au cours d'un de ces voyages, j'appris que Harold avait subi une légère crise cardiaque. Je pris l'avion immédiatement pour rentrer et le trouver déjà en convalescence chez lui,
têtu comme toujours et minimisant les inquiétudes sur sa santé. Cela me rappelle juste ma mortalité, dit-il quand je le visitais, ce qui n'est pas totalement mauvais à mon âge. Cela pousse à réfléchir aux legs qu'on laisse. Tu as un héritage incroyable, lui assurai-je. Rien que le collectif a touché des centaines de vies au fil des décennies. Il sourit en prenant ma main. L'héritage n'a d'importance que s'il continue de croître. Tu fais partie de ça maintenant, Audrey. Quand je t'ai vu seul sur cette scène il y a 1 an, j'ai reconnu non seulement quelqu'un qui avait besoin du collectif, mais aussi quelqu'un dont le collectif avait besoin. 1 mois plus tard, complètement rétabli, Harold et moi étions de retour au Grand Méridien Hotel, cette fois pour que je présente un prix au lieu d'en recevoir un. Debout au podium, regardant le public où Harold était assis au premier rang, je pensais au moment parallèle 1 an plus tôt, quand j'avais cherché en vain les visages de ma famille. La vraie appartenance, dis-je au public pendant mon discours de présentation, ce n'est pas d'où vous venez, mais où vous êtes vu et valorisé pour votre véritable être. Parfois, on la trouve dans des endroits inattendus, avec des personnes qui n'ont aucune obligation de nous aimer, mais qui choisissent de nous apprécier quand même. Après la cérémonie, alors que nous marchions dans le hall de l'hôtel, je remarquai une jeune designer debout seule près de la sortie, tenant son portfolio et retenant ses larmes. Quelque chose dans sa posture et dans la détermination de son menton, malgré la déception évidente dans ses yeux, résonna profondément en moi. Harold remarqua que mon attention changeait et suivit mon regard. Là elle me rappelle quelqu'un, dit-il doucement. J'acquiesçai en cherchant dans mon sac, où je gardais une petite boîte contenant plusieurs répliques de clés qu'Eleanor avait offertes aux membres seniors du collectif. Tu m'excuses un instant? En m'approchant de la jeune femme, je me présentai. Nous avons parlé brièvement de la cérémonie, de son travail nominé, qui n'avait pas gagné, mais qui montrait une promesse remarquable et une passion évidente pour le design malgré le peu de soutien professionnel. Parfois, la reconnaissance qu'on cherche vient de sources inattendues, lui dis-je en pressant la clé dans sa paume, comme Harold l'avait fait avec moi. Je lui glissai ma carte de visite avec l'adresse du collectif écrite au dos. Demain soir à 19h précise, cette clé ouvrira plus qu'une simple porte. L'expression confuse mais pleine d'espoir sur son visage reflétait ce que j'imaginais avoir été ma propre expression 1 an plus tôt. Alors qu'elle s'éloignait en serrant fort la clé, je retrouvai Harold. Le cercle continue, dit-il avec approbation. Le foyer n'est pas toujours l'endroit où nous naissons, répondis-je. Parfois c'est l'endroit où nous renaissons. Plus tard ce soir-là, de retour dans mon appartement, je m'assis en regardant la photo encadrée sur mon mur, une photo de groupe de la fête de Noël du collectif. Harold et Eleanor au centre, entourés de la communauté diverse de créatifs qui étaient devenus ma famille choisie. Mes parents et mes frères et sœurs existaient dans un autre cadre à proximité, notre lien maintenu mais transformé. Les 2 relations avaient de la valeur, mais je ne les confondais plus, ni n'attendais qu'elles soient ce qu'elles n'étaient pas. Le pendentif de la clé reposait contre ma poitrine, réchauffé par le contact constant avec ma peau. Il en était venu à symboliser non seulement l'accès à un espace physique ou même à une communauté, mais à mon vrai moi, celui que j'avais failli perdre dans ma quête sans fin de l'approbation de ceux qui étaient incapables de me la donner. La plus grande leçon de l'année écoulée avait été d'apprendre que l'appartenance n'est pas une adresse fixe, mais un voyage de connexion. Certaines connexions nous sont données à la naissance, complexes et chargées de schémas générationnels. D'autres, nous les découvrons en chemin, des relations choisies qui reflètent qui nous devenons plutôt que simplement d'où nous venons. Les 2 ont leur place dans une vie complète. La sagesse consiste à reconnaître la différence et à ne pas attendre d'un arbre qu'il donne des fruits qu'il ne peut pas donner. Avez-vous déjà trouvé une famille dans des endroits inattendus? Quelqu'un vous a-t-il déjà vraiment vu quand vos proches de sang ne le pouvaient pas? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé l'appartenance dans votre propre vie. Si cette histoire a résonné en vous, merci de mettre un like, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la famille peut être autant choisie que de naissance. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et rappelez-vous, parfois la clé pour se sentir chez soi est déjà dans vos mains, attendant juste la bonne porte.